Bonjour Pierre Santini. Bonjour Je suis Hélène tellement Kibarpo. ravie de vous avoir dans ce joli studio. Ou de Très joli. t'avoir, hein. Je vais peut-être te tutoyer puisqu'on se tutoie. Ah bah si Tant tu pis, peux hein. par rapport C'est mieux, à... c'est plus Ah, bah, simple, hein. pas de problème pour moi alors. Alors Pierre, une carrière de près de 60 ans, Oui, pas loin, ouais. 60 ans de parcours extraordinaire. Oui, et alors très bizarrement, j'ai commencé, enfin en réalité j'ai commencé par le théâtre Oui. quand j'étais au lycée. Mon premier rôle, d'ailleurs, je dois être prédestiné puisque j'en ai fait pas mal après. Mon premier rôle était un commissaire de police et ça s'appelait le commissaire bon enfant de Courteline. D'accord. Alors on était en troisième, ou oui, troisième je crois. Et on avait décidé de monter ça. Mhm. Et il m'avait donné le rôle de Monsieur Brolock, qui avait une petite scène sympa à faire. Et puis quand ils ont vu que je faisais bien ma scène, ils m'ont dit mais attends, tu vas faire le commissaire, t'es trop fort. Alors je me suis Waouh. retrouvé avec le rôle du commissaire, voilà. Et donc j'ai joué le commissaire un matin où j'avais 42 fièvre. Mon père voulait pas que j'y aille parce qu'il m'a dit tu vas attraper la crève. Je dis non, 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 je vais y aller, je vais y aller. Alors il m'a enveloppé dans les couvertures et tout. J'ai joué mon commissaire, bon enfant. Et puis après, j'ai passé mes bacs et tout. Et pendant que je passais mes bacs dans les classes terminales, j'avais un prof qui s'appelait Georges Sallet. Mhm. Et Georges Sallet a été connu par la suite comme un des grands critiques de théâtre, Gilles Sandier. Mhm. Et Georges Sallet m'avait dit vous êtes premier en récitation, c'est très bien, je vais vous emmener à Cognac-G, à la RTF. Oh là À là. la RTF, pas Ouais, l'ORTF, à ouais. la RTF. Je fais de la télévision scolaire et je vais faire une émission sur Alain Fournier. Et vous allez me jouer des scènes du Grand Mône. Waouh. Bon, alors là, j'étais comme ça. Et on a fait en direct, sur la seule chaîne en noir et blanc qui existait à l'époque, Mm. 3 scènes du Grand Mône d'Alain Fournier qui aujourd'hui sont disparues dans les lointaines archives. Et j'ai découvert Un les studios de monde. Cognac-G, Mm. les grosses caméras comme ça. Ouais. Avec les petites lampes qui Oui, s'allument. avec les lampes qui s'allument et tout. Et c'était très impressionnant et en même temps très extraordinaire. Et alors pendant toute ma période d'études secondaires, on m'a dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Alors moi je dis, moi c'est très simple, moi je vais être acteur ou chirurgien. Ah, c'était clair. Un chirurgien et acteur, mais c'est pas la même chose. Non, oh non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais enfin presque un petit peu quand même. On soigne les gens quand même. Alors il me dit, mais attends, quand je suis arrivé en première, on m'a dit, si tu veux être chirurgien un jour, il faudrait que tu fasses un petit peu de science quand même, parce que tu fais du latin, du grec, tout ça, c'est bien, mais tu vas pas devenir chirurgien comme ça. Alors je dis, vous avez raison. Alors j'ai tout changé, j'ai passé mon bac sciences expérimentales. Voilà. Waouh. Et puis j'ai eu le malheur, ou le bonheur, de rencontrer le TNP de Jean Vilar. C'était en 57, j'ai vu Gérard Philippe jouer le Cid, jouer Lorenzaccio, Ouais. etc. Et en voyant ce théâtre, un théâtre national populaire, au Palais de L'amour. Chaillot, j'ai plus hésité Ouais. et la chirurgie est passée loin derrière. Voilà. Mais c'était le bac le plus dur, hein, celui que tu as passé. Bah, Sciences Ec, c'est dur. Ouais, Hein, ouais, c'est c'était dur, très dur. mais je l'ai passé bien. Et puis, je suis donc rentré au cours Charles Dulin. Mhm. Charles Dulin, c'était un des grands pionniers du théâtre, du nouveau théâtre, du théâtre populaire, avec Jouvet, avec Gaston Batty, avec Joseph Pitoef et tout ça. Ils avaient fait le Cartel. Mm. Et je dois dire que Jean Vilar et ces gens-là étaient les descendants directs du Cartel. C'est-à-dire qu'ils voulaient, à partir du grand répertoire, à la fois classique et moderne, conquérir un public de théâtre qui n'y allait jamais. Ah oui. Les gens du monde ouvrier, Mhm. les commerçants, les petites gens, etc., n'allaient jamais au théâtre. Le théâtre était dans des très belles salles en velours Ouais, rouge et tout ça, ouais, était réservé à la bourgeoisie. c'est ça. Et puis il y avait au deuxième balcon des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui se payaient quand même une place. Et Villard a réussi à remplir une salle de 3000 places pendant des années. Le Moi, je me TNP. rappelle avoir vu la salle du Palais de Chaillot pleine à craquer Mm. sur des grandes tragédies de Racine, sur des grands Molières, etc. Les gens c'était le bonheur Ah, total. c'est Et un quand grand Gérard bonheur. Philippe se présentait dans Lorenzaccio ou dans les Caprices de Marianne, à la sortie, place du Trocadéro, tu avais 1000 personnes qui attendaient, Mm. sachant très bien qu'ils n'auraient pas un autographe de Gérard Philippe, ils étaient trop nombreux. Ils attendaient Gérard Philippe pour le revoir, tu C'est vois, ça. pour l'extase de cet homme qui les avait sublimés pendant. Et alors, et quand je dis
Gérard Philippe devrait citer tous les acteurs de la troupe. Il y avait Philippe Noiret, il y avait Jean-Pierre Darras, il y avait George Wilson, il y avait Daniel Sorano, il y avait Alain Cuny, tous ces gens-là, Maria Cazares, ils étaient dans la troupe de Villard. Villard avait la meilleure troupe d'acteurs de France, pour ne pas dire du monde, tu vois. Et donc c'était génial, quoi. Et quand tu es baigné là-dedans, 60 ans après, tu as du mal à en sortir. Voilà. Donc après, tu as continué, bien sûr. Donc tu avais, Après, j'ai pas la arrêté. télé. Tu avais la télé en même temps. Non, pas encore. Pas encore. Non, non, au début, c'était que théâtre. On allait au cours du Lin, puis on se regroupait entre copains. On organisait une tournée, la première tournée que j'ai faite, avec une farce du Moyen-Âge, qui s'appelait la farce du Poulier, qui veut dire poulailler, et une pièce indienne de Rabindranath Tagore qui s'appelait Amal ou la lettre du roi. Et on se baladait avec 2 voitures, on avait une 403 et une 2 chevaux et une petite remorque, et on se baladait sur les routes de France. On s'arrêtait dans une petite ville ou un truc comme ça, on plantait notre décor, les gendarmes arrivaient, disaient mais circulez, non, 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 on joue. Là. Bon, ils nous regardaient avec les autres, et puis on repartait, on faisait la quête et on allait dans la ville suivante. Ah d'accord, oui, c'était Oh, c'était le Moyen-Âge. Hein. L'aventure. Ouais. Et c'était au TNP, l'école Charles Dulin était dans le TNP. Dans le Palais de Chaillot. D'accord. Ah ouais, c'est magnifique. Alors on était invités, tout le cours du Lin, on était une centaine, hein. On était invités à toutes les générales de Villars. Ah. Alors on nous mettait au dernier rang du 2e balcon, au 3e balcon, mais on faisait la claque. D'accord. Alors, c'était formidable pour eux. C'était des moments extraordinaires. Combien d'années? 3 ans? 4 ans? Alors je suis resté en 58, 59 et 60. Ouais. Puis 61-62, la République française m'a appelé à venir faire mon service militaire, ouais. 2 ans, un peu long. Et en 63, quand je suis revenu, j'ai retrouvé mes amis du cours du Lin. Et là, tout de suite, ça s'est mis en route. Parce que j'avais un copain que j'adorais qui s'appelait Yves Carboul, qui était assistant de Planchon. Planchon m'a engagé. On est venu jouer à l'Odéon. On se rend compte, jouer à l'Odéon au moment où je revenais du service militaire, c'était de la grâce totale. Et puis après, et c'est là que la télévision est venue. Parce qu'à l'époque, il y avait des pionniers qu'on appelait Marcel Bluval, Stelio Lorenzi, Jean Prat, et j'en passe et les meilleurs. Ils venaient dans ces théâtres-là chercher des nouveaux acteurs, tu vois. Et donc j'ai vu arriver Lorenzi, Crière, Chouchan, Bluval, tous ces gens-là. Ils sont venus nous chercher, nous ont fait travailler à la télé. Mais en fait, tu as travaillé avec les plus grands au théâtre. Les plus grands et d'autres. Il y avait Planchon, il y avait... Alors Planchon, c'était merveilleux, parce que Planchon, c'est le fils spirituel de Villars, quelque part. Ouais. Mais lui était installé à Lyon, à Villeurbanne, mais on venait jouer à Paris. Et comme il avait fait des gros succès avec les 3 mousquetaires, tout ça, on l'a fait une saison entière à l'Odéon. Avec Troilus et Cressida de Shakespeare, avec Tartuffe, avec l'Armise et avec Auguste G d'Armangati. Quand tu as fait ça pendant une saison entière, le bonheur. C'est dans la grâce totale. Tu vois. Et tu avais déjà cette préoccupation de la cohérence de l'image que tu envoies et qui est reçue par les gens, ou c'est venu après? Tu m'entraînes dans un débat qui est très compliqué. Ben oui, je sais. La cohérence, ça veut dire quoi? Il faut être cohérent par rapport à soi-même. C'est-à-dire par rapport à ses aspirations et par rapport à ce que tu acquiers dans ta formation et dans ton expérience. Tu n'es pas le même au bout de 3 ans de métier que tu étais au départ. La cohérence par rapport au public. Le public, il vient voir certaines choses. Il vient voir ça. S'il va au boulevard, parce qu'il aime le boulevard. Et s'il aime le théâtre classique, il va voir le théâtre classique. Et s'il aime le cabaret, il va voir le cabaret. Bon. Il faut que nous, acteurs, à partir du moment, étant donné que les propositions sont multiples et très variées, il faut qu'on soit cohérent par rapport au public. Cohérent par rapport aux personnages. Il y a des personnages qu'on ne peut pas jouer, ou qu'on jouera forcément mal, parce qu'on ne trouve pas en soi les ressorts suffisants pour le... Alors cette cohérence-là, elle est très importante. Le mot cohérence a l'air pas... Parce qu'on veut dire un artiste, mais il y a la folie de l'artiste, son invention, son imaginaire et tout. C'est vrai aussi, mais c'est vrai qu'il faut toujours être lucide. Si tu veux, je crois qu'il y a, dans ce métier, il y a 2 regards possibles. Il y a le regard de l'identification à un personnage. Je deviens le Cid ou je deviens Tartuffe et je suis Tartuffe. Ça, c'est une des théories. Poussée à l'extrême, ça devient la transe. Je ne suis plus moi-même. Et puis il y a l'autre théorie, celle que j'ai adoptée moi, avec des milliers d'autres, c'est
je représente quelqu'un, mais je le mets à distance de moi. Moi, je reste là et je pilote. C'est plus sûr. Voilà, il y a mon corps qui est là devant, mon personnage, et Ouais. moi, avec mon intelligence, ma sensibilité, mon expérience, etc., je représente un personnage tel que je le conçois, et je donne à mon corps, à ma voix, à mon corps, à mon regard, à tout ça, des ordres intimes qui vont représenter. Mais je ne suis jamais ce personnage. Si demain tu me demandes de jouer Hitler, je jouerai Hitler, mais je ne serai jamais Hitler. Je ne veux pas être Hitler, mais je veux représenter Hitler. Et je veux représenter, en fonction de la pièce qui me sera donnée, un être qui a sa cohérence aussi. Parce que Hitler, il avait sûrement sa cohérence par rapport à ses folies, mais par rapport aussi à ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, ce qu'il détestait, ce qu'il voulait combattre, etc. Donc ça demande tout un travail qui passe par l'intelligence, qui passe par la sensibilité, qui passe par l'expérience et le vécu. Et tout ça, ça se construit. Et c'est pour ça que je pense que c'est profondément un métier, l'acteur. L'autre jour, j'ai écrit un petit texte pour le décès de Marcel Bluval. J'ai parlé le jour de son enterrement. Et j'ai dit, nous sommes des artisans de l'imaginaire. C'est ça. Tu vois? Et il y a un mec qui est venu me voir après, qui me dit, écoutez, vous avez trouvé une formule que j'ai adorée, c'est artisan de l'imaginaire. Parce qu'on est des artisans. Moi, je façonne mon personnage comme un menuisier ou un ébéniste façonne le bois, tu vois. Bon. Et en même temps, l'auteur a imaginé un personnage, a imaginé des rapports entre ces personnages, a imaginé un monde qu'il veut décrire, une histoire qu'il veut raconter. Moi, je prends ça, et à partir de ça, avec la troupe, parce que ce n'est pas un travail qu'on fait tout seul, hein, je construis une cohérence par rapport à l'œuvre, par rapport à ce que cet homme a voulu raconter. Et puis, il y a des moments, je peux prendre aussi un peu mes distances, parce que ma cohérence à moi me pousse à mettre ça en valeur plutôt que ça, etc. C'est très complexe, mais c'est passionnant. Hein. C'est le plus beau métier du monde. Et quand on te donne une pièce entière à jouer, comme celle que j'ai vue il n'y a pas si longtemps, où tu jouais Montesquieu. Ah oui, qu'on avait joué au Théâtre de Poche. Montesquieu contre Montesquieu et Machiavel. C'est incohérent. Parce que Montesquieu est du 18e, Machiavel est du 15e. Donc il n'y avait aucune raison qu'ils se rencontrent. Mais comme par hasard, ils se rencontrent au paradis. ou dans la mort, disons, entre guillemets. Et Montesquieu, siècle des Lumières, vante un certain humanisme de la politique, un certain regard progressiste sur les rapports humains dans la vie sociale et tout. Et Machiavel, lui, vante, il a écrit Le Prince, c'est-à-dire vante le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Tu vois, et ce dialogue entre ces deux hommes était impossible, sauf dans un endroit impossible. C'était magnifique. Et c'était magnifique, moi je me suis régalé à jouer ça. Alors, combien de temps, par exemple, pour une pièce comme ça, pour que tu arrives à piloter ton personnage? Alors là, je vais être obligé d'aborder un sujet qui est un peu douloureux. C'est que au fil des années, le temps de répétition s'est raccourci pour des raisons purement économiques. Oui, c'est vrai. Voilà. Moi, je me rappelle, quand chez Planchon, on répétait 8 semaines, 2 mois. Un Molière, on le répétait 2 mois. On avait des longues répétitions, il y avait le temps de rentrer, de réfléchir, on discutait beaucoup, etc. Aujourd'hui, ça s'est réduit à 5-6 semaines ou 4 semaines quelquefois. C'est-à-dire que, parce qu'une semaine de répétition avec une troupe de 10 acteurs, ça coûte très cher. Mais oui. Les acteurs sont payés. Bien sûr. Bon. Et puis, il faut louer les salles de répétition. Et puis, il faut aussi faut les faire à manger à midi et tout. Ça coûte très cher. Donc, la tendance est de réduire les temps de répétition. Avant, si j'arrivais à une première répétition en disant je sais mon texte, on me virait. Hein. Aujourd'hui, si j'arrive si je ne sais pas mon texte, on me vire. C'est ça la différence. Parce que, sachant mon texte, je fais gagner 2 semaines ou 3 semaines. Mais en même temps, ne pas savoir son texte, c'était extraordinaire. Parce qu'on découvrait au fil du travail le sens des choses. Le sens, il est inscrit dans le texte, mais il est aussi par la mise en scène, par la dramaturgie, et tout ça. Il est aussi porteur de regards différents, de distance et tout ça. Il faut ensemble trouver ça et que ça ait sa cohérence. Une forme de cohérence importante, c'est que
si tu as 10 acteurs en scène, que ces 10 acteurs jouent la même pièce, Ouais, c'est dans le mieux, même ouais. style. Mm. Ils racontent la même histoire et inventent entre les personnages des rapports cohérents qui vont avec le texte de l'auteur. Mhm. Parce que l'auteur, on ne change pas un mot. On peut couper 2-3 répliques si c'est trop long, mais on joue le texte. Mais par exemple, tu prends Hamlet de Shakespeare. Mm. Bah, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, les Hamlet n'étaient pas les mêmes. Tu avais un Hamlet romantique, tu avais un Hamlet jeune chef de guerre, tu avais un Hamlet jeune fou hippie, etc. Bon, sur les bases du même texte. Ouais. Mais pourquoi? Parce que la cohérence, c'est aussi d'être en harmonie avec son Avec le époque. temps, oui. Tu vois? Mm. Enfin, tout ça est très complexe, mais c'est intéressant. Ah, ben, c'est passionnant. Après, il y a eu énormément de télé. La télé est arrivée en 63. Ouais. Mon premier grand rôle de télé, c'était dans Rocambole, un feuilleton de l'époque, avec Pierre Vernier, avec Jean Topard, des grands acteurs. Et puis, ça s'est enchaîné après pendant 30, 35, 40 ans, sans arrêt, avec Seul à Paris, L'homme du Picardie, François Gaillard, Un juge, un flic, Mozart. Tout le monde a vu ça, Ouais, Juge à un l'époque, flic, pas tout le etc. monde, parce qu'il y avait très peu de télé au début. hein. Oui, Moi, quand j'ai commencé mon métier en 63, il n'y avait pas beaucoup de télévision en France. Surtout, il n'y avait pas beaucoup de postes de télé c'est chez les vrai, gens. c'est vrai. Tu vois? C'est vrai, nous Moi, on chez mes allait chez parents, la il n'y avait pas la voisine. télé. hein. Moi non plus. Moi, quand je suis parti de chez mes parents à 20 ans, 21 ans, Mm. je n'avais jamais vu la télé. Mm. Je la voyais porte de Saint-Cloud. Au magasin de radio et télé, ils avaient mis une télé dans la vitrine. Et alors, tu avais 10 personnes qui étaient là, comme ça, qui regardaient une étape du Tour de France ou je sais pas quoi, parce qu'ils ne voyaient pas ça chez eux. Et au fil des années, Mm. la télé, service public à l'époque, Ouais, très important ouais. ça. Service public s'est développé. Ouais. Les gens dont je parlais tout à l'heure, les Boulevard Lorenzi, Pratt Ouais. et autres, ont inventé une chose avec nous, ont inventé un langage nouveau qui était C'est ça. la télévision, c'était pas du cinéma à domicile, c'était pas de la radio en images, Mm. c'était pas du théâtre filmé, non, c'était un nouveau mode d'expression dont il fallait trouver Mm. le langage. Ça veut dire que les gens qui écrivaient, ben, ils écrivaient pour la télé, C'est ça. pas pour un film. D'ailleurs, à l'époque, Mm. un scénario de cinéma, tu disais un scénario, tu as Ouais, une page comme ouais. ça, tu as coupé en deux, Ouais. son, image. C'est ça. Hein? Donc son, Mm. tout ce qui est du son, la Le parole, la dialogue, musique, ouais. le machin, etc. Et image, tout ce qu'on voit sur l'écran. Bon. Les scénarios de cinéma étaient pauvres en colonne son, Mm. très riches en colonne image. Mm. La télévision, c'était C'était le le contraire. contraire, oui. Pourquoi? Parce que les gens sont chez eux, Mm. ils vont à la cuisine, la maman va servir des plats et ramène Elle la entend. vaisselle sale, etc. Mais elle continue à Elle suivre entend, l'histoire. bien sûr. C'est-à-dire que ce qui se dit est au moins aussi important que ce qui se voit. Mm. Et on peut continuer à entendre en bougeant, Mm. alors qu'au cinéma, tu ne bouges pas, tu es dans ton Ça, c'est fauteuil, tu clair. vois tout. Alors, bon, voilà. Tu vois, ça, il fallait donc inventer des écritures scénaristiques Mm. qui soient, qui répondent aux exigences de cet art nouveau. Mm. Et je pense que ces gens-là ont été des vrais pionniers Ah oui, oui, ça c'est Tu vois sûr. dans des choses très différentes, des classiques, des modernes, Mm. des inventions. Il y avait 2-3 mouvements, il y avait l'écriture par l'image, il y avait 25 images secondes, c'était des jeunes réalisateurs qui Mhm. se regroupaient par 10, 15, 20 comme ça, et qui décidaient d'écrire des scénarios nouveaux pour la télévision Ouais. et pas pour autre chose, Ouais, ouais. tu vois. Et bon, j'ai vu des merveilles là-dedans. hein. T'en as écrit? J'ai écrit un feuilleton avec Ronnie Cooter, qui s'appelait au départ Bruno et Albert Transporteurs. C'était deux chauffeurs routiers sympas à qui il arrivait des aventures picaresques Et incroyables. tu jouais dedans? Ah bah oui, je Ah jouais ouais. Bruno. ouais. Ah oui. Et lui, il jouait Albert. Et puis la télévision France 3 nous a demandé de changer le titre. Alors on avait mis deux de conduite. Parce qu'on était deux à C'était quelle conduire. année ça? Oh, alors là, je sais plus. Tu sais plus. 71, 72, je sais plus. Ouais. Par là, dans les années 70, je crois. Parce que tout le monde a vu les Mais gros, c'était les gros formidable parce feuilletons. qu'on a fait une fois et demie le Tour de France avec notre camion. Ah bon? On nous a forcé à passer le permis poids lourd. Parce que quand tu es au Bien sûr. volant de ton camion, un 19 tonnes, et que tu dois dire des scènes que tu as apprises par cœur, il Mm. faut que ton camion, tu ne l'emmènes pas dans le fossé. Tu Bien vois. Et sûr. puis devant, tu as une caméra, tu as un ingénieur du son qui est planqué derrière, comme lui là-bas. Ouais. Tu vois. Et il faut que tout ça fonctionne en même temps. Ouais. Mais moi, c'est des souvenirs extraordinaires. hein. Et puis malheureusement, un jour, il y a une responsable de FR3 qui a vu un épisode qui ne lui a pas plu. Elle a dit, hop, Ah ouais. au rencard. C'est dommage parce que c'est sympa. ouais.
Et récemment, tu n'en as pas Réécrit réécrit? pour la télé, non. Non, je n'ai pas réécrit pour la télé. J'ai écrit un peu pour le théâtre, mais pas pour la télé. Mais je suis pas... Je suis vraiment... Tu vois, j'ai fait des mises en scène, Ouais, j'ai dirigé un théâtre, j'ai produit des spectacles, j'ai écrit des choses, ça. Mais dans ma tête, et vis-à-vis des gens, et c'est encore ma cohérence, hein, mm, je suis un acteur qui fait une mise en scène, un acteur qui écrit un scénario. c'est ça. Je reste C'est acteur d'abord. fondamentalement, un Un comédien acteur. ou un acteur. C'est la C'est même ça. chose pour moi. Ouais. Tu vois, c'est ça qui mon choix de base, c'est interprète, artiste-interprète. C'est ça. Et j'interprète des auteurs, j'interprète des compositeurs de chansons, mais je reste un acteur qui fait du théâtre, du cinéma, de la télévision, du doublage, de la radio, pas de pub. Tu m'as dit J'ai une. toujours refusé d'en Il y en faire. a une. Ah oui, j'en ai fait une. Mais ça, c'était du copinage. Je ne me ça. suis pas fait payer d'ailleurs. D'accord. C'était un copain qui était l'ancien directeur de production de Claude Chabrol, Mhm. avec qui j'avais tourné 2 films. Et il était parti tourner en Russie avec Chabrol d'ailleurs. Ouais. Il avait ramené une très jolie femme, une russe, Mhm. qu'il a épousée et tout. Et donc ils avaient ouvert un restaurant, Mhm. rue du Faubourg-Montmartre. Ouais. Et ça marchait. Tous les gens de cinéma, de théâtre, on venait le soir manger jusqu'à 2h du matin, etc. Voilà. C'était hyper sympa. Et puis un jour, le couple a commencé à se déliter un petit peu. Donc lui, il faisait un peu la gueule, il se mettait au fond de son restaurant devant un écran de télé, puis il regardait ses matchs de foot. Elle servait moins gentiment et Ouais. tout. Et le restaurant s'est vidé petit à petit. Ah. Ouais. Alors un jour, il me fait écoute, j'ai envie de faire une pub pour relancer un petit peu, oui, parce qu'il n'y a oui. plus de clientèle. Bah, écoute, si tu veux bien la faire, bah, oui, bah, grand plaisir. J'étais un de ses clients. On était 3. Il y avait Daniel Russo, il y avait Sagamore Stevenin et moi. Et on a fait Men in Black, avec lunettes noires, costard noir et tout. Et on arrivait devant un cinéma d'arrêt d'essai qui est sur les grands boulevards, Ouais. où les gens faisaient la queue pour voir la séance suivante. Et on arrivait avec nos pistolets comme ça. Hey, tu vas au bistrot de Gala, toi? C'est le nom du restaurant. Tu vas au bistrot de Gala, toi? Hein? Oui, j'y vais, oui. Et s'il n'y allait pas, on faisait attention, hein, j'irai, promis. Et ça, c'est Et passé. cette pub, elle est passée dans un seul cinéma, Ouais. celui-là d'ailleurs, Ouais. pendant 2-3 ans. Ouais. Et ça l'a aidé. Bon, ça l'a aidé un petit peu, mais bon, Un petit ça peu. suffit pas. Un cinéma, c'est Non, pas il assez. fallait que le couple reparte pour que ça Non, remarche. on c'est s'est ça. amusé à faire ça. Ouais. Il n'y a pas très longtemps, on t'a vu dans Clem. Sur C'était le grand-père de TF1. Clem, ouais, c'était le père d'Alice Nevers, Oui. le grand-père de Clem, et puis comme Alice Nevers s'arrête là, ils vont réunir tous les acteurs qui ont fait un rôle dans l'histoire d'Alice Nevers. Comme j'étais le papa, ils m'ont invité, donc je vais y aller. Et Clem, j'ai laissé tomber parce que j'aimais pas le personnage. Il était trop beauf pour moi, je n'aimais pas. Tu vois. Et le juge est une femme. C'est Alice Nevers. Ah oui, c'est Alice Ouais, Nevers. ouais. Tout le monde a vu ça. Ah bah, tout le monde a vu oui. Clem et Alice Nevers. Mais le rôle du grand-père n'était pas intéressant. Parce que tu vois, j'arrivais en short comme ça, je sortais d'un camping-car. C'est vraiment pas moi, tu vois. Ça m'aurait fait sortir d'une Porsche ou même simplement d'une 403 Peugeot, ça m'aurait fait plus plaisir. J'ai vu le cinéma, c'était aussi avec les plus grands, avec Chabrol, Menuel, Lelouch aussi. Lelouch, c'était une belle rencontre, avec une fois seulement, mais c'était je me suis régalé avec Lelouch. Dans quoi, Lelouch? Alors le film de Lelouch, comment il s'appelait? C'était une trilogie au départ. Oh, il faut que je te raconte ma rencontre avec Lelouch. Un jour, mon agent me dit, ou la secrétaire de Lelouch que je connais, me dit Claude voudrait t'auditionner, faire un essai. Oh, oui, bien sûr. Donc je vais là-bas, là, au studio de Claude Lelouch. Au film 13. Oui, au film 13, oui. Il me reçoit très gentiment, il me dit asseyez-vous là, je m'assois, mettez votre profil, mettez-le droit, etc. On parle. Quel âge avez-vous? J'ai le même âge que vous, Claude. Ah bon? C'est vrai, on est à peu près en même temps. Et on fait l'essai, etc. Bon ben merci, on vous appellera. Wow. Un mois se passe. Et un jour, je reçois un coup de téléphone à 11h du matin. Une femme, bonjour, je suis la costumière de Claude Lelouch. Je dis, ah oui.
il faut que je vous vois aujourd'hui parce que vous tournez demain. Je dis pardon. Eh oui, vous tournez demain matin. Mais je dis attendez, j'ai rien lu, j'ai rien vu. Ah non, mais avec Claude Lelouch, on lit pas. Ah bah oui, mais avec Pierre Santini, on lit. Cohérence. Ah bon. Puis elle me raccroche, gentiment, mais et j'ai jamais fait ce film. Oh! Jamais. Et donc, bon. Et puis, 4-5 ans plus tard, il m'appelle, je voudrais vous revoir. Alors, je retourne au film 13, Avenue Hoche, et il me reçoit, il me dit, voilà le scénario, si vous voulez. Parce Donc, qu'il j'ai avait vu, un et scénario. il me dit, c'est une trilogie. On va en D'accord. faire 3. Mm. Vous serez dans le premier, un peu dans le deuxième, mais beaucoup dans le troisième. Alors, je dis, c'est bien, oui. Je lis le truc qui me plaît beaucoup. Et puis, il n'a jamais fait le troisième. Et le deuxième, il l'a fait de bric et de broc parce qu'il a monté les scènes du premier qu'il n'avait pas utilisées. Il a refait 2-3 scènes du deuxième, mais c'était pas... Voilà. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner avec lui parce qu'il est à l'écoute des acteurs et au regard. Mm. Souvent, il tient la caméra. Oui. Il est avec la caméra et il te filme et il parle à haute voix pendant que tu joues. Vas-y, reprends ta phrase, dis-la plus comme ça. Et après, au montage, il mange les trucs, tu vois. Et c'était très passionnant parce que on sentait un homme qui était en phase complètement avec ce que tu faisais. Ouais, ouais. Et ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et puis, bon, après, je l'ai revu. Tes copains avec sa fille, Salomé, qui dirigeait le théâtre à Montmartre, là. Oui. Enfin, j'aime beaucoup Claude, ouais. C'est un type qui laissera une trace dans l'histoire du cinéma. Ah ben ça c'est clair. Hein. Il a amené des choses nouvelles, il a amené un regard à lui. Mm. Alors tout n'est pas sublime, mais il y a des très très belles choses. Et j'aime beaucoup Claude Lelouch. Ouais. Chabrol m'a beaucoup amusé. Sauf que j'ai tourné un film avec Romy Schneider, avec lui, qui s'appelait comment ça s'appelait? C'est l'âge, hein, s'il vous plaît. Et donc, Romy Schneider, on faisait 2 flics, 2 inspecteurs à Saint-Tropez. Ouais. On tournait dans la maison d'Elsa Martinelli, une villa sublime avec piscine et tout. Et un jour, il y avait une scène entre Romy Schneider, Rod Steiger, l'acteur américain, François Mestre et moi, et puis un personnage, un jeune premier italien qui ressemblait à Delon parce qu'il n'avait pas pu voir Delon, je sais pas, enfin bref. Et donc, Romy Schneider, on l'interrogeait, et tout d'un coup, elle craquait, et elle débitait pendant 10 minutes tout ce qu'elle avait caché pendant le film, tu vois. Alors, elle essaye 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque fois, elle se plantait. C'est pas grave, on reprend. Alors, un deuxième, pof. Un troisième, pof. Et puis, à un moment, elle craque et elle fout le camp. Alors, Chabrol reprend ses mots croisés, sans dire un mot. Les assistants disent personne ne bouge, on attend que Mme Schneider revienne. Bon. 5 minutes, 10 minutes, et au bout de 10 minutes, moi je dis attendez, mais on se fout de nous là. Ouais. On ne va pas attendre toute la journée parce que Mme Schneider a un problème. On se remettra en place quand elle reviendra. Non, oh, vous me faites chier. Et je m'en vais et je monte dans les loges. Et je frappe à la loge de Romy. Qui c'est? C'est Pierre Santini. Ah oui, rentre. Alors je rentre, elle était allongée sur son lit. Elle me fait j'y arrive pas, Pierre, j'y arrive pas. Je vois bien que tu n'y arrives pas. Tu sais pourquoi tu n'y arrives pas? Non, parce que tu ne sais pas bien ton texte. Ah bon? Bah oui, tu te plantes parce qu'il faut le savoir par cœur comme l'annuaire, ça, comme l'Ave Maria. Ouais. Ah bon? Bah écoute, si tu veux, on va travailler 10 minutes ensemble. On a fait 3, 4, 5, 6 fois son texte. Et c'était bon. Et à la fin, elle me dit, dis-leur que j'arrive. Oh. Je redescends en bas. Elle arrive dans 5 minutes. Silence de mort. J'avais brisé le tabou. Ah oui. La star a le droit de faire des caprices. Ouais. Mais bon, et elle arrive. Elle a fait sa scène 1 fois, c'était sublime. Et voilà. Mais ça avait créé une complicité un peu entre elle et moi. C'est-à-dire que je n'avais pas été voir Romy Schneider, la star. J'avais été voir une partenaire professionnelle, une copine qui se plantait dans son texte, tu vois. Et ça, elle avait beaucoup aimé parce qu'elle était fille d'artiste, interprète, et que je la traite en professionnel d'égal à égal, ça l'avait aidé. Ça l'a soulagé. Et après, elle m'a dit plein de choses sympas. Elle m'a fait des confidences. Elle m'avait dit, oh, tu sais que j'ai un rêve, je voudrais jouer la bonne âme de Sichuan de Brecht. Bah, je lui ai dit, joue-le. Ah non, je peux pas. Mais pourquoi? Mais ils me laisseront pas faire. Ah bon? Bah non, ils peuvent pas. Non, Brecht, t'es fou.
La bonhomme de Sichuan, non, il faut que je continue à faire ce qu'il me demande, cinéma, etc. Là. Qui Et il? j'étais sidéré. Ah bah Qui? il, je sais pas, On ne il. sait pas qui c'est. L'argent, le monde de Ah, l'argent, je l'argent. sais pas. Et donc, elle n'a jamais joué la bonhomme de Sichuan, où elle aurait été sublime. Hmm. Enfin, c'était tous des trucs comme ça qui font que ce métier. L'autre jour, j'ai dit dans aussi un truc que j'avais. Je crois que c'est avec Bluval d'ailleurs, dans le texte de Bluval. J'ai dit ce métier est un métier de rencontre. Hmm. Une rencontre avec une œuvre, avec un personnage, avec des partenaires, avec un metteur en scène, avec un personnage, tout ça, tu vois. Et ce qui est merveilleux, parce qu'à chaque fois c'est différent, et en même temps, c'est la somme de tout ça qui fait notre identité, notre cohérence, pour reprendre ton mot. Exactement. Tu vois, et ça j'y tiens beaucoup. Hmm. Parce qu'au fond, moi je me sens responsable vis-à-vis du public. Le public, il vient nous voir, au début, il vient pour aimer, il vient pas pour s'emmerder. Hmm. Il vient pour faire une bonne soirée au théâtre, il regarde un film parce qu'il espère que ça va lui plaire et tout. Donc le public, il est bienveillant. C'est ça. Hein? Après, si on est vraiment très mauvais, il nous lance des tomates. Mais je n'ai pas vu beaucoup de tomates passer dans ma vie, heureusement. J'ai vu des mauvaises critiques, par contre, oui. Hmm. Mais si tu veux, le public, au départ, est bienveillant. Et qu'est-ce qu'on raconte à ces gens? Est-ce on peut les avoir convoqués pour les faire rire aux éclats, pour qu'ils Ouais. oublient les embêtements de la vie. On peut pour les émouvoir, Hmm. parce qu'ils pleurent, parce qu'une histoire d'amour s'est mal passée. On peut aussi les convoquer pour leur raconter une histoire dont ils vont trouver des équivalents dans leur vie, Oui, parce que cette histoire contemporaine ou pas correspond à des choses auxquelles ils sont confrontés. et ça peut dénouer des On choses. peut aussi, comme à certains moments, certains théâtres l'ont fait, faire du théâtre d'agitation et Éducatif. propagande, tu vois, Ah oui. provoquer les gens. Hmm. Il y a 1000 regards. Mais à partir de ça, on a une responsabilité. Ah bah ça, Parce c'est que clair. si on raconte n'importe quoi aux gens, si on leur raconte des bêtises sur le monde qui les entoure, si on leur présente l'espèce humaine sous un jour, Hmm. trop caricatural, trop dérisoire, trop négatif et tout, moi je veux pas faire ça. Ah bah Parce ouais, que c'est clair. moi je veux pas emmerder les gens, ils viennent pas prendre un cours à l'université, ils viennent pour avoir du plaisir, mais le plaisir, il a 1000 formes. L'intérêt, ça a 1000 formes. Moi je peux prendre du plaisir à lire un texte je sais pas, de Balzac ou d'un grand philosophe, j'aurai un plaisir intérieur extraordinaire. Et il y a un plaisir à écouter Arnolphe dans l'école des femmes dire les vers de Molière, tu vois. Il y a un vrai plaisir. Mais moi, j'ai une responsabilité d'artiste. Molière a une responsabilité d'auteur. Le metteur en scène doit assurer la cohérence collective de toute cette équipe. Il y a 10, 15, 20 acteurs, il y a des techniciens, il y a les régisseurs de la musique, la lumière, tout ça doit être cohérent, dans un bon rythme et tout. Bon, ben ça, c'est notre responsabilité. On n'est pas libre de faire n'importe quoi. Bah, c'est comme de la nourriture que tu apportes à ce public. Oui, c'est ça. Donc Mais il faut que ce soit bon. Tu vois, Il faut que ça les nourrisse. Elle est plus ou moins bonne. Il faut que ça les nourrisse. Nous, il faut qu'on essaie d'être bon, Ouais. mais surtout d'être lisible et d'être de notre époque. Moi, je pense qu'il faut être aussi un artiste de son époque. C'est-à-dire comprendre un peu comment le monde dans lequel tu es fonctionne et interpeller les gens en plus, en moins, en pour, en contre, etc., mais les interpeller avec des résonances dans ce qu'ils vivent. Tu vois. Oui. Et ça, c'est très important. Et que ça aille Et vers ça le n'empêche pas meilleur. le rire, ça n'empêche pas les larmes. Par exemple, j'ai joué Cyrano. Bon, c'est le post-romantisme du 19e siècle. Mais Cyrano, quand les gens rient, c'est parce qu'ils ont trouvé, quand Cyrano est sous le balcon, qu'il parle de l'amour, il dit un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce, un serment, faire d'un peu plus près. Et puis à la fin de tout ça, il dit à Christian, allez, va l'embrasser. Le gosse monte et embrasse Roxane, tout le monde rit aux éclats, parce que c'est la belle histoire. Et puis, une seconde après, Cyrano qui est resté tout seul avec son grand nez dans l'ombre, il fait « Aïe, au cœur, quel pincement bizarre !» Et là, tu entends une mouche voler dans la salle et quelquefois, tu entends des petits reniflements, tu vois. Et bien ça, pour moi, c'est le bonheur. Et ça, je les trouve dans des tas d'auteurs. Et tu sais dans quoi je l'ai trouvé? Beaucoup dans le cinéma italien. Ah oui. Où le rire et l'émotion se succèdent à une cadence effrénée. Et tout d'un coup, tu entends un truc, tu éclates de rire, 2 minutes après, Et tu pleures. ça te prend à la gorge. Et bien ça, pour moi, c'est le bonheur de ce métier. Ouais. Voilà, un des bonheurs.
de susciter des émotions comme Ouais. ça. Puis il y a la musique aussi, la musique du texte. Des vers de Racine ou des vers de Corneille ou de Molière, ou de Musset, ou même de Rostand. Hein. Il y a des passages, c'est un bonheur de les dire, pour le bonheur de véhiculer ta langue au summum de ce qu'elle peut faire. Et tu as dit aussi que tu hésitais entre chirurgien et comédien, mais que c'est un peu le même métier parce qu'il y a de la guérison dedans. Enfin, Je crois que il y a une c'est ressemblance. pas du tout le même métier, mais c'est un peu le même métier dans le sens que quelque part on soigne les gens. Ah, je suis bien d'accord. On les soigne physiquement, on les les libère fait de leur rire. mal, Ouais. et l'acteur, il doit pas soigner, mais il doit provoquer l'état de libération, de retour à la légèreté des gens auxquels il s'adresse. Ouais. C'est vrai, Ouais, hein, je suis c'est bien important d'accord. ça. Bah, ça, Moi, c'est, j'ai pas envie de voir les gens sortir comme ça, consternés. Tu vois. on est bien J'ai d'accord. envie de les gens. Oh, on a passé Que un ça bon aille moment. vers le mieux ça, toujours. dis donc, ouais. ça m'a rappelé ci. Oh, dis donc. Oh, ça, je savais pas que c'était comme ça. Tu vois. Et Que les reprennent de gens l'énergie. reprennent de voilà, l'énergie. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ah, c'est L'énergie essentiel. humaine, C'est la essentiel. plus belle. C'est essentiel. C'est de l'amour en fait. Il y a de l'amour, il y a tout. Il y a la compréhension de l'autre. Et puis il y a aussi le fleuret. C'est-à-dire aller les chercher Aller un les petit peu pour les. chercher, Oh, réveille-toi, mon petit gars là. Tu vois. Ouais. Non, Et ça quand m'écrit. tu étais directeur de troupe et oui, et directeur de théâtre aussi, Oui. parce que tu as été directeur de plusieurs théâtres pendant au moins 20 Deux, ans. ouais. J'ai dirigé 8 ans le théâtre des Boucles de la Marne à C'est ça, Champigny. ouais. On avait des moyens qui venaient du ministère de la Culture, du Conseil général du Val-de-Marne et de la ville de Champigny. Et on avait de l'argent pour créer des spectacles. Et là, on a fait des jolies choses. Hein. Et puis après, j'ai dirigé le théâtre Mouffetard, qui était un théâtre de la ville de Paris. Ouais. Delanoë me l'avait confié pendant 9 ans. Là, on n'avait pas assez d'argent pour créer, mais pour accueillir des spectacles déjà montés à l'extérieur. Et puis j'avais autour de ça, pour quand même avoir un esprit créatif, inventé des choses comme par exemple Sacré Bobine. C'est Tous les mois, l'INA, l'Institut Ouais. national de l'audiovisuel, me confiait pour un soir des pièces de théâtre filmées du temps de l'ORTF, Waouh. avec Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Oh là Pierre là. Freinet, je t'en passais les meilleurs, qu'on projetait dans la salle de théâtre sur grand écran. Et quelquefois, quand il était encore vivant ou quand il pouvait, les réalisateurs, les acteurs venaient. Ouais. Ah oui, Et- il faisait un débat après. Et après, il y avait un débat. Il y a Ah même ouais. une école de théâtre qui avait monté un acte équivalent à la pièce qu'on représentait, au film qu'on représentait. Et tout ça, bon, j'ai fait ça, j'ai fait raconter sa vie. J'ai demandé les gens simples de venir raconter leur vie. Ça a l'air de rien. Ah, c'est merveilleux Des ça. gens qu'on ne connaît pas, racontez-moi votre vie. Ah, Et c'est pendant 1 heure, ils extraordinaire. racontaient ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient découvert, les Extraordinaire. choses positives, les malheurs et tout ça. Et après, il y avait avec les gens, ça Des débats. discutait, c'était formidable, Ouais. hein, tu vois. Les savants aussi, les grands savants, avec Pruneberge, qui était la veuve de Claude Santelli. On avait fait ça, et chaque mois, il y avait un grand scientifique, un savant, des gens connus, hein, qui venaient, qui faisaient un exposé sur un thème de leur recherche ou sur un truc, avec débat avec le public après. Ah, ça devait être passionnant. Ah, ça. c'était formidable. Hein. Et tu as dirigé là une troupe aussi. Enfin, tu avais fait une Alors sorte après, de entre société. les deux directions, j'avais monté la compagnie Pierre Santini, C'est ça. qui a fait une création qu'aujourd'hui on me supplie de remonter, mais je ne sais pas si je le ferai. Quoi, Paolo C'est Conte Fausse adresse. Non, Ah non, non. Fausse adresse. Fausse adresse. C'est une pièce italienne de Luigi Lunari, une pièce formidable. C'est 3 hommes qui arrivent dans un endroit par 3 portes différentes, mais à des adresses différentes. Et ils arrivent dans la même pièce. Bon, mais monsieur, il y en a un qui vient, qui a rendez-vous avec une femme, l'autre qui vient parce qu'il vient voir les épreuves de son dernier bouquin, et le troisième, c'est un capitaine à la retraite de l'armée italienne qui vient récolter les tubes de dentifrice en aluminium pour l'armée. Et ces 3 hommes, qu'est-ce que vous faites là? Ben moi, je dis, non, vous êtes trompé, monsieur, c'est pas ça. Donc ils redescendent, et puis non, c'est bien là, ils remontent. Et pendant 1h30, ces 3 personnages comprennent pas ce qui se passe. Et puis, comme il y a un exercice d'alerte nucléaire, fictif, mais dans la ville, ils n'ont pas le droit de sortir. Donc, ils vont passer la nuit là.
et ils sont persuadés qu'ils sont morts et qu'ils sont dans l'antichambre de la mort. Donc, ces 3 personnages vont vivre l'idée qu'ils sont morts de manière différente. C'est-à-dire que le capitaine, qui est très pragmatique, dit je ne suis pas mort, moi je suis vivant, rien. Bon. Celui qui a rendez-vous qu'une femme, il a peur de la mort, il dit si, je suis sûr qu'on est mort. Et le 3e, qui est l'écrivain, commence à être rationaliste et commence à dire oui, mais si, attendez, si on était mort, mais si on est vivant, etc. Et puis j'avais demandé à mon décorateur de m'inventer que tous les objets qui étaient sur scène étaient des objets réalistes, un téléphone, un annuaire, une cafetière, etc. Mais je voulais surtout que ce soit des objets qu'on ne trouve pas dans la vie courante. Une cafetière, mais c'était la seule cafetière comme ça. Le téléphone, on l'avait trouvé avec un téléphone qui venait d'Amérique du Sud. Et, il était là, et donc, ils étaient un peu dépaysés par tout ça, tu vois. Jusqu'au moment où, vers la fin de la pièce, il y avait une femme qui rentrait avec un balai et une pelle et un seau, la femme de ménage. Ouais. Et eux, ils étaient dans un tel état de transe et de peur de la mort qu'ils prenaient ça pour la Vierge Marie. Et alors, je te jure, cette pièce est sublime. Elle a eu 3 nominations au Molière. D'accord. Et voilà. Alors, j'ai les gens qui me supplient de la remonter. Ah, tu peux. Ouais, peut-être, je sais pas. Et Paolo Conte? Alors, Paolo Conte, tu chantes, c'est encore un truc, ça. Un jour, j'étais chez Mariella Rigini. Tu ne sais pas qui c'est? Non. Mariella Rigini était une grande journaliste du Nouvel Observateur, qui était devenue écrivain, et qui était au lycée avec moi en terminale. Et Mariella, on était restés amis. Elle m'invite un soir chez elle. Il y avait des tas de gens qui étaient là, sympas et tout. Et il y avait un Italien, Giovanni Pampiglione, qui venait d'arriver d'Italie, metteur en scène et tout. On commence à parler un peu en italien, parce que moi j'ai double nationalité. Oui. Et il me fait, viens ici, ti faccio sentire qualcosa, je vais te faire écouter quelque chose. Et on se met dans un coin, il sort un 33 tours, il le met. C'était le premier disque que Paolo Conte venait de publier en France, au Chant du Monde. Et j'écoute ça. Ah, je veux chanter ça. Ouais. Cette voix, cette musique, ces paroles, ça, j'adorais. Bon. Et j'ai acheté les disques de Paolo Conte. J'ai été voir ses concerts. Puis au bout de 3-4 concerts, j'étais le voir dans sa loge. Je l'ai remercié, je l'ai félicité. Puis on est devenus pas copains, mais... Hein. Et un jour, je lui ai dit, vous savez, Paolo, j'adorerais chanter vos chansons en français. Il se marre. Pourquoi il se marre? Parce qu'il y avait 50 personnes qui avaient dû lui dire la même chose. Mais la seule qu'il avait faite, c'était Régine. Ah oui? Oui, c'est la première qui a fait ça. Avec Arturo. C'était de Paolo, ça. Et quand j'ai regardé le texte d'Arturo en italien et le texte en français, je me dis, mais c'est pas possible. Ça n'a rien à voir. Trahir comme ça. Ça n'a rien à voir. Donc, il me dit, bah, écoute, fais-le. Alors, j'ai enregistré 4 titres. J'ai traduit 4 titres, je les ai enregistrés. Je lui ai envoyé, il était content. Et puis après, j'ai continué. J'ai fait 20-25 chansons. Et comme j'étais directeur de théâtre, je me suis programmé dans mon théâtre. Bien sûr. Et puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. Paolo, je lui ai envoyé, il aimait beaucoup, il m'a remercié en me disant merci d'être fidèle à la fois à ma musique, mais aussi à ma poésie. Et quand je te disais, je restais fidèle à sa pensée. Ah oui, c'est essentiel. Jusqu'au jour, le 15 janvier pas cette année, l'année d'avant, je crois, il m'a invité à chanter avec lui à l'Olympia. Waouh! Donc il y avait son orchestre. Il est venu te voir dans le théâtre parce que Non, mais je lui ai envoyé des vidéos et tout. Ouais. Et c'est un personnage spécial. Hein. Et il m'a dit, je voudrais que tu chantes une chanson. Alors, vous avez chanté à quoi? l'Olympia. Vous avez chanté et il m'a accompagné au vibraphone avec ses 15 musiciens. C'était extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez chanté? Alors j'ai chanté Aguaplano. C'est l'histoire de ce type qui décolle de Rio en hélicoptère et qui dit à son pilote, descend là-bas parce qu'il y a une espèce de piano sur la mer. Là. Je voudrais voir ce que c'est. On arrive, il y a un piano à queue sublime qui flotte sur la mer. Et il commence à rêver de ce qui s'est passé, avec tous les gens qui étaient autour, qui s'aimaient, qui dansaient, etc. Et c'est une très très belle chanson. Ouais. Et puis après, à la fin, allez, remonte, retourne au fleuve de janvier, parce que Rio de Janeiro, c'est le fleuve de janvier. Retourne au fleuve de janvier, laissons-les, etc. Et voilà. Une très belle chanson. Et donc, Paolo, je ne sais pas, je devrais le reprendre. On a été interrompu par le couvre-feu. C'était en plein concert. Tu étais à l'Archipel, non? À l'Archipel, on n'a pas pu finir, on n'en a fait que la moitié. Parce qu'on jouait à 20h30. Le couvre-feu était à 21h.
Et le spectacle durait 2 heures. Eh Donc ouais, c'est pas impossible. pas possible. Donc on a arrêté, et puis on n'a jamais Oh, vous allez le reprendre. repris depuis parce que le métier est dans un état, le pauvre. J'ai eu de belles rencontres dans ma vie, vraiment. Tu sais, je te parlais de rencontres. Quand Ouais. tu as rencontré Villard, quand tu as rencontré George Wilson, Mm, quand tu as rencontré Planchon, mm. quand tu as rencontré Gatti, quand tu as rencontré Tesson, Bluval, Laurent Didier, Chabrol, Montfort, une femme Sylvia, un peu. Sylvia Montfort, on s'adorait. Ouais. On jouait la Buñuel, Phèdre, Buñuel, tu l'as eu aussi, Buñuel. Joyce Buñuel, Ah. la belle-fille de Louise Buñuel. D'accord. Ouais, Ouais, c'est c'était la Joyce, famille. ouais. On avait fait la jument vapeur. Mais toi aussi, tu es dans une famille d'artistes, en fait. Ton père, il Mon était père peintre. était peintre, Ouais. artiste peintre, Ouais. et je pense que c'était un grand artiste peintre. Mm. Il a laissé beaucoup d'œuvres. On en a déjà répertorié 400 ou 500, tu vois, mais il y en a plus que ça. Mon père était italien, de Mm. Tivoli, à côté de Rome. Il était de famille bourgeoise. Mm. Et quand un jour il a dit à son père, je veux être artiste peintre, mon père a dit non. C'est pas un Non, métier. dans la famille, il n'y a pas d'artiste. Ouais. Tu seras ingénieur. Ah, Donc il est allé dans une école d'ingénieur à Fermo. Il a passé son brevet, puis il est arrivé avec son brevet sur la table de son père. Il dit, voilà mon brevet d'ingénieur, je rentre au à Beaux-Arts. l'école des Beaux-Arts la semaine prochaine. Donc il est rentré aux Beaux-Arts, à Rome. Ouais. Il allait l'été dans la villa que mes grands-parents avaient au bord de la mer sur l'Adriatique. Il a rencontré ma mère en 32. Ils se sont mariés en 34, en France. Mm. Je suis né en 38. La guerre est arrivée. Et en 44, pour survivre, parce qu'il avait déjà 2 enfants, il y a un troisième qui allait arriver, il faisait beaucoup d'illustrations Mm. dans des hebdomadaires, des trucs comme ça. Mm. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de photos dans les hebdomadaires. Oui, c'était des dessins. Des dessins, de l'illustration, on appelait ça. Et puis, un jour, il a dit, j'en peux plus de l'illustration, je veux faire ma peinture. Et il a fait sa peinture pendant 30-40 ans. Et puis, il est mort, voilà. Mais très belles œuvres de lui, très très belles. Il y avait un grand-père maternel aussi qui était directeur de magazine, Ah bah Corriere della Sera. Mais parce que tu il y sais a. tout, toi, alors. Mais moi, tu sais, je parlais italien Mon autrefois. grand-père était directeur du Corriere della Sera, qui est Corriere della Sera. l'équivalent du Monde ou du Figaro ici. C'est hein. ça, c'est ça. C'est le plus grand journal milanais. Il a été directeur dans les années 25-26 là-bas. Mm. Il y avait déjà le fascisme était déjà au pouvoir. Mais justement, ils avaient pris mon grand-père comme directeur parce que c'était un homme modéré, etc. Il tempérait. Oui, tempéré. Voilà. Et donc, et puis après, il a quitté et il est venu vivre en France avec ma grand-mère. Et il est mort juste avant ma naissance à Paris. Voilà. Et il était correspondant italien del Giorno, del Tempo, je ne sais plus quoi. C'est un grand personnage. Et ouais, c'est une famille d'artistes et d'intellectuels. Et ton petit frère alors? Tu as un frère aussi qui est 2 comédien. frères, Claude et Mario. Claude et Mario. Mario était acteur. Ouais. Il était le plus jeune des 3. Mm. Il a fait beaucoup de. Il s'était fait un nom très fort dans le doublage du cinéma et de la télévision. Si bien que quand il est mort, beaucoup de studios de doublage se sont arrêtés de travailler pour que les gens puissent aller à ses obsèques. Mm. C'est un signe très fort, ça. Et mon frère Claude, qui était juste après moi, né en 41, il était pharmacien et puis petit à petit est devenu directeur de grands laboratoires. Mm. Il a même été directeur général de Servier. Ouais, des laboratoires. Le truc, et un jour il était voir le père Servier en lui disant il y a un problème avec le Mediator. Le père Servier lui aurait répondu, c'est ce qu'on m'a dit, circuler, il n'y a rien à voir, et il a démissionné. Ah oui. Il est devenu conseiller international en pharmacie et il a fini sa vie président de l'Académie de pharmacie. Claude. Et puis il est mort d'un cancer. Non, c'est une famille d'artistes. C'est vrai. Et d'ailleurs, tu vois, il y a dans mes 4 filles, il y a Antonella voulait être artiste peintre. Ouais. Elle est partie vivre à Tivoli, elle s'est mariée là-bas. Elle peint de temps en temps. Marina voulait être chanteuse lyrique, mais comme elle avait aussi envie de sécurité, elle est rentrée dans un labo.
Et elle enregistre avec une voix de soprane magnifique. Elle chante, ouais. Ah, magnifique, ouais. Adriana est une grande productrice de théâtre et Waouh. va avoir des avancements que je ne peux pas encore parler. En France? Oui, à Paris, oui. Ouais. Et quant à Emma, c'est une comédienne, jeune comédienne, Waouh. voilà, qui vient de jouer un spectacle que j'ai été voir avant-hier, qui s'appelle Jambon laissé. Alors tu me dis, qu'est-ce que ça veut dire, Jazz? Alors c'est la traduction Google de Hamlet. Ham, le jambon, let, laissé. Donc ils font une parodie d'Hamlet. C'est pas une parodie, ils jouent Hamlet, mais dans une traduction Google. Je te Ça dis doit pas, là, être c'est à mourir de rire. énorme. Énorme. Voilà. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu Ah deux ouais. fois. C'est où en ce moment? Et c'était au Lavoir Moderne. D'accord. Mais ils ont arrêté dimanche, ils vont reprendre. J'espère Ouais. qu'ils vont reprendre. Ouais. Et j'ai vu aussi que tu avais monté une SCOP, je sais, une Mais la SCOP, association c'était la compagnie de Pierre comédiens. Santini au départ. Ah, Ah non, avant, tu as raison. Avant. Avant de Avec faire la compagnie 9 Pierre Santini, comédiens on avait monté une associés. SCOP, exact. Et une SCOP, c'est-à-dire une société coopérative C'est ça. ouvrière de production où tout le monde est actionnaire de la coopérative, Tout le monde dirige. mais que tu apportes un euro ou que tu en apportes 100 000, C'est tu as pareil. le même droit. Et on avait monté Rashomon, qui est d'après le film japonais. Ah, c'était Et c'était novateur. magnifique. Ouais. C'était tout nouveau à l'époque, ce genre de. Ben, c'était nouveau, c'était pas facile à faire, hein, parce que, Mm. je ne sais pas si tu te rappelles du film japonais. C'était un film, si mes souvenirs sont bons, d'Agutakawa et Ryonosuke, je crois. Avec des batailles, avec des choses comme de la Il y avait danse. plein de choses. C'était surtout une recherche de la vérité. Il y avait un fait divers qui se passait près d'une fontaine, je ne sais pas quoi. Il y avait des témoins. Et quand après on interrogeait ces témoins, chacun te racontait une histoire différente. Et chacun a sa vérité, tu vois, comme disait Pirandello. Et donc, j'avais trouvé ça passionnant. Et on avait monté ce spectacle. Et moi, je faisais le conteur, le bonimenteur. Et je me baladais avec une énorme pierre cylindrique comme ça, qui était la Bocca della Verità, qui est à Rome, la bouche de la vérité. Tu sais, à Rome, il y a une église derrière pas le Colisée, mais l'autre amphithéâtre, là. Et les gens viennent mettre la main dans la bouche, et s'ils se sentent mordus, c'est qu'ils ont menti. Ça, c'est des bêtises, mais c'est pas grave. Mais alors je me baladais et j'interrogeais les gens sur ce qui s'était passé. Et chacun me donnait une version différente. Et petit à petit, il fallait que la vérité explose. C'était très intéressant. Hein. Alors on avait fait ça avec la SCOP. Et puis dans la SCOP, moi j'avais accepté, proposé de faire la première mise en scène, mais après, chacun voulait faire sa mise en scène, chacun voulait diriger, etc. Et je me suis trouvé pas bien, je dis attendez, moi je m'en vais. Et puis ça s'est dit. Et la compagnie Pierre Santini, c'était C'est après? plus tard. Ça, ouais. On a commencé par Fausse Adresse. Vous étiez nombreux? On était au départ 5 ou 6. Ah ouais. On engageait les gens en fonction des spectacles. Ouais, bien sûr. Ça, c'était long aussi. Ça a duré quelques années. Ouais. Mais là, j'ai laissé tomber parce que, avec l'âge. Tu as présidé l'ADAMI aussi? Oui, j'ai présidé l'ADAMI. Et dernièrement, j'ai présidé le conseil de surveillance de l'ADAMI. Waouh! Et puis j'ai abandonné aussi parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir passer la main. Oui. J'ai présidé le Centre français du théâtre. Non, j'ai pris pas mal de responsabilités dans ma vie paraprofessionnelle, mais parce que les gens avaient confiance en moi, je crois, et donc m'élisaient facilement. De décorations, l'Ordre du Mérite, la Légion d'honneur, le Chevalier des Arts et des Lettres, ou officier, je ne sais plus. Officier. Quelle est la différence entre chevalier et officier? C'est les grades. Ouais. Tu as chevalier, officier, chevalier, c'est le premier commandeur, niveau, c'est ça, voilà. Puis, dans toutes les médailles, quoi. Et puis j'ai vu un autre truc en Italie aussi. Ah oui, je suis commendatore della Stella della Solidarietà Italiana. C'est beau ça. Parce que j'avais traduit des pièces italiennes. Solidarité italienne. Au consulat, on m'a convoqué, on m'a donné commandeur de la solidarité, de l'étoile de la solidarité italienne. Très beau. Quand tu as des médailles, il ne faut pas les demander, il ne faut pas les refuser, oui. et il ne faut pas les porter. Bah, c'est pareil que c'est ça l'élégance. C'est l'élégance. Mais bon, les gens, ils la portent quand même, la petite chose. On ne leur reproche pas. Ouais, ils ont raison. Quels ont été tes outils, toi, quand tu n'étais pas bien, pour te remonter le moral ou pour sortir des états down où tu n'en as peut-être jamais eu, remarque. L'amour, la combativité, vouloir combattre pour exister, l'appréhension du monde qui t'entoure, par la lecture, par la recherche de choses de qualité. Par exemple, moi, je ne suis pas un téléspectateur qui reste devant sa télé comme ça. Bon,
ne supporte pas la pub, je ne supporte pas les émissions quelconques, etc. Je choisis. Et en choisissant tel film ou tel épisode, je ne regarde pas beaucoup les séries, j'en ai trop fait. Mais je regarde des téléfilms, tu vois, je les choisis. Ou si au bout de 5 minutes ça ne me plaît pas, je vais lire. Mais tu vois, savoir être en état actif, pas subir. Il ne faut pas subir. C'est ça. Parce que si tu subis, les gens sentent que tu es passif et te massacrent pour exister eux. Parce qu'en réalité, c'est une question de rapport de force, l'espèce humaine. Hein. C'est ça. On est tous en... Il y a bien sûr des idéalistes qui croient que tout est beau, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ou tout le monde est méchant et tout le monde va te tuer. Mais c'est pas ça, non. La vie, c'est l'appréhension des autres en les aimant, mais en étant... En disant j'existe. Établir un rapport d'existence correct avec eux. Moi, il n'y a aucun personnage sur cette terre à qui je n'ai pas envie de parler. Qu'il soit blanc, noir, vert, jaune, bleu ou orangé, je m'en fous. Qu'il soit de telle croyance religieuse ou pas. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je suis complètement athée, mais ça ne m'a pas empêché l'autre jour d'aller à Saint-Roch réciter une prière de Paul Claudel, parce qu'une copine à moi qui croyait beaucoup en Dieu, etc., venait de mourir. Être à l'écoute des autres, respecter les autres, mais garder son authenticité, sa cohérence. On en revient là. Voilà. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a des moments durs, il y a des moments où on n'a même pas de quoi bouffer, et il faut se battre. Et quand on a la volonté, on sort du trou. Je crois beaucoup. Quel genre de metteur en scène tu es, toi, avec tes comédiens? Moi, je suis plus un metteur en scène. Alors, je vais te dire, c'est simple, hein. Je suis plus un directeur d'acteurs. J'ai envie, ce qui me plaît dans la mise en scène, de diriger des acteurs. Ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir un regard global et de faire des choix. Mais je ne veux pas les faire seul. Je veux, à un moment, avoir le dernier mot s'il y a conflit de point de vue, etc. Le metteur en scène doit faire des choix. Ouais. Et ces choix sont imposés à tous. Mais je ne veux pas les faire a priori. Parce que moi, j'ai connu des metteurs en scène et des metteurs en scène connus. Hein. Tu attaques ta réplique, mais monsieur, je pense que... Et tu avances vers lui. Non, 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 non. Il faut que tu partes du pied gauche. Ah oui. Non, mais je te jure, c'est vrai. Hein. Alors un jour, il y a un metteur en scène, dont je tairai le nom. Il était directif comme ça, tu vois. Et à un moment, il me dit, je voudrais te parler. Je dis, oui. Allez, viens, on sort dehors. Tous les acteurs étaient autour de la table, comme ça, silence de mort, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Et il me dit, t'as pas l'air heureux. Ah ben, je dis, non, je suis pas heureux. Tu m'emmerdes, là. Tu nous imposes des trucs. Attends, laisse-moi inventer aussi. Hein, je suis un instrument, mais un instrumentiste, pour reprendre l'expression de mon cher Jean-Claude Drouot. Et oui, mais écoute, je suis pas venu apprendre mon métier. J'ai été à l'école Charles Dullin, j'ai été investi chez Lecoq et tout ça. Maintenant, je veux pouvoir m'exprimer, créer. S'il y a des choses qui vont pas par rapport à ta vision des choses, tu me le dis, on corrige. Mais tu m'imposes pas de partir du pied gauche si j'ai envie de partir du pied droit. Et encore moins si j'ai pas envie de partir du tout. Ah bon, bon. Et il m'a foutu la paix. Ah oui. Alors on est retourné dans la salle. Tout le monde était... Personne n'avait bougé. Comme ça. Il dit, ça va, tout va bien. On vient de parler, on s'est expliqué, etc. Tout va bien, pas de crainte, etc. Belle histoire. Ouais, c'était impressionnant. Et puis, le lendemain, à la répétition, à 2h, j'arrive. Et j'ai retrouvé les mecs, ils étaient tous autour de la table comme s'ils avaient passé la nuit là. Pétrifiés. Je dis, allez les gars, on se détend, et ce n'est que du théâtre. Hein. Mais, attention, c'est du théâtre. Alors tout le monde a éclaté de rire et puis on est reparti. Il y a beaucoup de choses chez les metteurs en scène. Moi, je me suis mise en petite souris parce que j'ai eu tout un parcours avec un comédien. Et j'allais regarder les répètes, bien sûr, ça me passionnait parce que moi j'ai appris énormément en les regardant. Je me mettais dans la salle dans le noir et je regardais tout ça. Et je me suis dit, je ne serai jamais comédienne. Hein? Parce que je voyais la volonté de certains metteurs en scène. Ils n'étaient pas tous comme ça. Mais moi, attends, un metteur en scène doit avoir de la volonté, doit savoir décider. Mais il doit surtout être à l'écoute de 10, 20 personnes qui ont toutes des personnalités différentes, des expériences différentes. Il doit être un rassembleur pour, comme je te disais tout à l'heure, tous ces gens-là racontent la même chose. Ouais.
et le mieux possible. Et que les acteurs, ils sont pas... Il y en a qui lisent leur texte très vite, l'autre qui l'apprennent sans très bien savoir ce que ça veut dire. Le metteur en scène, avec sa dramaturgie, doit faire comprendre le sens de chaque instant de ce qui se passe pour que l'acteur trouve en lui les ressorts d'exprimer ça. Mais les grands metteurs en scène, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'en avais vu un que je ne citerai pas. Il se mettait beaucoup en colère contre ces comédiens et je trouvais ça... Alors, j'avais interviewé les comédiens à la sortie, au café à côté. J'aurais dit, mais comment vous supportez ça? Il y en a un qui m'a dit, tu sais, tant qu'on a nos congés spectacles et notre cachet, c'est bon. Ça nous passe au-dessus. Ça, c'est un peu médiocre comme réponse. Ben oui, mais j'étais baba parce que moi j'étais blessée pour eux de ce que j'avais entendu parce qu'ils ne les traitaient pas bien, quoi. C'était vraiment... Et puis, il y en avait d'autres. Tu sais, moi, j'ai vécu un truc extraordinaire. Quand Villard, qui dirigeait le Palais de Chaillot, a voulu ouvrir un petit théâtre de création avec des œuvres modernes, etc., qui ne pouvait pas jouer dans une salle de 3000 places, il a ouvert le TNP Récamier, qui était le théâtre Récamier, à Sèvres-Babylone, dont il avait fait une annexe du TNP. Et la première pièce qu'il a montée s'appelait Le Crapaud Buffle d'Armand Gatti. Armand Gatti est un auteur contemporain extraordinaire, poète et puis un anarchiste mais constructif et tout, formidable. Et il y avait une distribution incroyable de gens très différents. Il y avait le chansonnier Paul Colline, il y avait Jean-Marie Amato, il y avait Jean Negroni, il y avait Palot, le vieux Palot, etc. Donc Villard réussissait à donner une cohérence à tout ça. On arrive au théâtre et on est dit Jean-Marie Amato, sa mère est en train de mourir, il est parti à Monaco ou à Cannes, je sais pas où, pour passer quelques jours avec elle. Bon, on va répéter les scènes où il n'est pas, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'il avait le rôle principal. Et Villard me fait un moment, vous, Santini, là, qui faites le garde civil, vous avez des tas de moments de libre, prenez le texte de Jean-Marie Amato, vous allez le dire sur scène. Vous allez envoyer ses répliques. Ah oui, avec grand plaisir, évidemment. Et je prends la brochure, on répète une journée, 2 jours, 3 jours. Au bout de 3 jours, Villard commençait à faire « Non, Pierre, non, attends, là, fais-le plus doucement, ça. » Il commençait à me diriger comme si j'allais jouer le rôle. Je te dis que là, quand Jean-Marie Amato est revenu, je faisais la gueule un peu parce que je m'étais pris un plaisir à être dirigé par Villard. Voilà. Et alors, Villard, un jour, il me dit « Non, on refait le garde civil et tout. » Et il y avait une scène, je me rappelle, je devais rentrer avec une table, installer la table avec une chaise, parce qu'il y avait un interrogatoire de police dans un commissariat. Et Villard, c'était très dépouillé, ses décors, donc le commissariat, c'était une table, une chaise. 2 chaises, pardon. Et alors, je rentre la table, je la pose les 2 chaises, etc. Et Villard me fait « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites là, Pierre ?» Je dis « Je rentre la table, vous m'avez dit de rentrer la table. » C'est pas comme ça qu'on rentre une table. Ah bon? Et il monte sur scène, et il rentre la table et les 2 chaises. Dès le premier pas, on comprenait qu'on rentrait dans un endroit dangereux, un commissariat, et que cette table allait avoir un sens très très précis. Je crois que c'est la plus belle leçon de théâtre que j'ai prise de ma vie. Rentrer une chaise sur scène. Et là, j'ai vu Villard, mais je te jure, j'avais larmes aux yeux tellement. C'était expressif, c'était fort, c'était intelligent, tu vois. Et ça m'a beaucoup servi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens? Quels gens? Tous. Tous? Le monde. Ne vous laissez pas avoir par le mensonge, par la manipulation. Gardez quel que soit votre niveau culturel, social, de richesse ou pas richesse, etc. Essayez d'être vous-même. Parce que vous êtes tous des êtres humains qui avaient un cerveau, qui avaient une sensibilité. Vous avez plus ou moins appris de choses dans votre vie, plus ou moins de culture, mais c'est pas grave. La culture, ça s'acquiert. Apprendre à lire, ça se fait. Apprendre à écrire, ça se fait, etc. Donc, soyez vous-même et imposez-vous avec ce que vous êtes, avec votre expérience de la vie. Existez dans ce monde. Ne subissez pas les choses qu'on vous impose de faire à la télé, à la radio, dans les médias, etc., ou dans la propagande. Allez, soyez vous-même et ne vous laissez pas raconter des histoires. Parce que l'espèce humaine, elle va traverser des crises terribles. On va être de plus en plus nombreux.
il va falloir donner à manger à tout le monde. C'est tout le monde, c'est vos enfants, vos petits-enfants, votre arrière-petit-fils. Moi j'en ai un arrière-petit-fils, Damien Hanon. Il a 2 ans. Je pense à lui quand je vois certaines crises. Pensez à ça et pensez à vous. Vous êtes sur Terre, vous avez exactement les mêmes droits que tout le monde. Vous n'avez pas les mêmes moyens, mais vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc, ayez conscience que vous avez appartenu à une collectivité et que cette collectivité doit se battre pour ne pas se laisser imposer le mensonge, l'hypocrisie et l'exploitation, et les injustices, l'inégalité. Battez-vous contre tout ça. Mais battez-vous, je ne vais pas avec une épée sur les Champs-Élysées. Non, battez-vous dans vos rapports aux autres, dans votre apprentissage de la vie, etc. Battez-vous. Voilà, c'est un conseil parmi l'autre. Bah merci, hein. C'était vraiment génial. Non. Si. Non. Bon, tu peux dire ce que tu veux. La prochaine fois, ce sera génial. Si je ne veux pas me répéter, il faut que je trouve autre chose. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, tu viendras sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Vois, je continue mon chemin, car c'est le mien, même si c'est pas le tien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ma vie, je l'ai choisi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi aussi. Je fuis et toi tu plies, je dis et toi tu suis, je sens ma fontaine chanter en moi. Je ris et toi tu dis, je vis, tu me souris, je sens le bonheur danser en toi. Toi, te voilà sur mon chemin, qui est le tien, même si tu n'en sais rien, ça ne fait rien, c'est ainsi dans ta vie, tu l'as choisi.